Bonjour, nous continuons notre cours et cette fois nous allons passer dans la partie qui est la plus intéressante pour moi. C'est un avis totalement personnel, mais j'ai le droit de l'énoncer. Donc la partie qui est la plus intéressante, la partie qui va nous mener véritablement vers le cœur de la paléontologie, de l'histoire de l'évolution humaine, l'émergence de l'inhumaine. C'est-à-dire le moment de l'histoire évolutive où il y avait un groupe dont les ancêtres communs ont donné plusieurs animaux, et maintenant un groupe dont les descendants ne vont être que notre espèce, l'espèce humaine. C'est ce moment-là précisément que nous allons regarder maintenant. Alors je vous rappelle ce qu'on avait vu juste avant. Juste avant, nous avons vu que l'humain pouvait être classé de manière phylogénétique comme n'importe quel être vivant, et qu'on avait classé dans le groupe des animaux, dans les vertébrés parmi les mammifères dans les primates, et dans les primates dans un groupe qu'on appelait les grands singes. Un groupe donc qui contenait les gibbons, les orang-outans, les gorilles, les chimpanzés et l'humain. Oui mais voilà, l'humain c'est pas un chimpanzé, et un chimpanzé n'est pas un humain. Donc il y a un moment où, en termes d'évolution, nos deux lignées, la lignée qui a donné le chimpanzé et la lignée qui a donné l'humain, se sont séparées. C'est exactement ça que nous allons voir maintenant. Alors, pour voir ça, ça va être un petit peu plus difficile que de voir ce qu'on a vu juste avant, parce que les ancêtres ne sont plus là. Nous avons bien les chimpanzés, nous avons bien les humains, nous pouvons bien dire que les chimpanzés et les humains sont différents, même s'ils se ressemblent beaucoup. Mais pour voir clairement nos ancêtres, à quel moment on s'est séparé des chimpanzés, il va falloir se baser sur autre chose que ce qui est visible. Il va falloir se baser sur des fossiles. Donc voilà, deux fossiles. Alors une image pixelisée à côté dont je parlerai plus tard. Ici un crâne de Néandertal. Bon, vous voyez, des fossiles qu'on retrouve sont des crânes. Alors ça c'est beau, ce sont des beaux crânes qu'on voit. Alors je ne sais pas si vous distinguez, mais sur le crâne de Néandertal, on voit qu'il y a des zones qui ont été comblées. Il y a des trous. Vous voyez ici par exemple, on a reconstitué. Ici pareil. Mais bon, ça reste des beaux fossiles. Des fossiles, globalement, on va en trouver assez peu. C'est un gros problème. On en trouve vraiment peu. Les paléontologues, par exemple, qui travaillent sur les lignes humaines, connaissent le nom de tous les fossiles. Quand je dis le nom, celui-là, c'est AK07234. On le connaît par cœur parce qu'il y en a peu et que du coup, on a besoin de s'appuyer sur chaque fossile. Donc, on connaît les numéros, les noms de chaque fossile. On va connaître également l'autre point avec les fossiles, c'est qu'il y en a peu et qu'ils sont partiels. Là, par exemple, vous avez un fossile absolument exceptionnel qui est l'équivalent du talon et du pied, enfin du début du pied. On n'a pas la fin. Ici, vous voyez, il nous manque il nous manque les phalanges des pieds. Mais on a donc une partie du talon et du pied, de la cheville. On a une grosse partie de la cheville, en gros, si on veut, d'un enfant Australopithecus. Donc, c'est extrêmement intéressant, ça donne plein d'informations, c'est très utile, mais c'est la seule chose qu'on a trouvé du squelette. Le reste du corps, nous l'avons pas. Nous n'avons que la cheville. Ce qui est déjà quelque chose d'exceptionnel et on est déjà très content. Donc, les fossiles, on va s'y intéresser, ça va permettre de montrer plein de choses, on va voir ça, mais il y en a peu et ils sont parcellaires. Donc, on a une petite vision avec les fossiles. Alors, vous avez vu, on pouvait travailler sur des fossiles, vous avez dit également qu'on pouvait travailler sur d'autres caractères, par exemple, sur de l'ADN. Et bien l'ADN, on peut aussi l'utiliser pour les ancêtres de l'homme, sauf que les ancêtres de l'homme, on a très peu, voire pas du tout, d'ADN. Alors on en a un petit peu sur les humains anciens et sur deux autres espèces d'humains qui sont assez récentes, qui vont jusqu'à 100 000 ans environ, qui sont l'homme de Denisova et l'homme de Néandertal. Donc, ce sont d'autres espèces d'humains qui n'existent plus aujourd'hui, mais dont on a des restes d'ADN, parce qu'on a eu des restes de peau ou des restes de collagène dans les os, donc une substance organique, peu importe, enfin voilà. Donc on a retrouvé des cellules et on a retrouvé un peu d'ADN dedans. Donc on peut faire avec de l'ADN, ça va être très utile, alors, notamment pour expliquer ce qui s'est passé entre l'homme de Néandertal, l'homme de Denisova et l'homme moderne, c'est extrêmement utile. Mais ça ne va pas très loin dans le temps. Ça va que jusqu'à 100 000 ans, nous on verra, on va aller aux alentours de 10 millions d'années. Donc 100 fois plus vieux, donc on va avoir des problèmes.
Donc l'histoire évolutive est surtout connue grâce à l'étude des fossiles, même si certaines études génétiques apportent un éclairage sur les événements les plus récents. Un point important, hein, si la génétique et les fossiles ne montrent pas la même chose, c'est qu'il y a un problème dans les études. Et en général, c'est plutôt un problème dans l'étude génétique. Ça peut arriver sur le problème dans l'étude des fossiles, mais comme on fait ça depuis très longtemps et qu'on a tiré toute l'information qu'il y avait à savoir, c'est quand même plus rare. Et les généticiens le savent, hein, ils travaillent très bien, enfin ceux qui travaillent très bien le font très bien, ils utilisent les fossiles à côté, et en général on obtient de très bons résultats extrêmement intéressants. Donc c'est comme ça qu'on va faire. Le problème, je vous l'ai dit, c'est que les fossiles, bah, c'est très parcellaire. Ça, ce que vous voyez, c'est un individu. On sait que ces morceaux d'os appartiennent tous au même individu qui s'élève, qui est Ardipithecus. Vous voyez qu'on a peu de fossiles. On va pouvoir faire ça. Un autre exemple, pardon, ici, ce fossile-là, c'est le fossile de ce qu'on appelle, pardon, vous voyez ce fossile qui est ici, qui est très parcellaire. J'ai un morceau de la jambe, un autre morceau de la jambe et le crâne. On a pu tirer plein d'informations à partir de ça, mais c'est très léger. On a très peu d'informations. Autre point sur lequel on a peu d'informations, bah, c'est qu'on va avoir au niveau du temps quelques fossiles que l'on trouve. On ne sait pas trop quasiment une date, donc on peut avoir des erreurs de datation, des imprécisions. Vous voyez ici, mais par exemple, bah, là, j'ai une période pour laquelle je n'ai pas j'ai pas de fossiles. Ici, j'ai une période pour laquelle j'ai pas de fossiles. Probablement qu'il y avait des choses ici. Probablement que à l'époque où j'avais mon Sahelanthropus challensis, qui est ici, j'en avais d'autres à côté que je connais pas, etc., etc. Bref, on va avoir des lacunes. Ces lacunes dans le registre fossile vont nous gêner. Mais ces lacunes vont quand même enfin, même ces fossiles, même avec les lacunes, même avec le fait qu'elles soient parcellaires, vont nous donner beaucoup d'informations qui permettent de comprendre ce qui se passe. Les fossiles, peu nombreux, donnent une version parcellaire, mais l'étude des innovations anatomiques et la réparation des fossiles permet de comprendre les étapes de l'histoire évolutive. Les innovations anatomiques, c'est les nouvelles caractéristiques qui apparaissent. Par exemple, chez l'humain, l'humaine, la bipédie, le fait que l'on soit bipède, quelque chose qui est apparu, et on va pouvoir voir à partir de quand elle est apparue à partir des fossiles. La réparation des fossiles donne aussi des informations. Par exemple, si je vois qu'elle mange des fossiles qu'en Afrique et que plus tard j'ai des fossiles en Afrique et ailleurs, bah, je pourrais dire entre ces deux périodes, la lignée humaine est sortie d'Afrique. C'est arrivé 3 fois dans l'histoire de la lignée humaine. On verra ça. Donc, nos innovations. Qu'est-ce qu'on va avoir? Si je compare nos plus proches cousins actuels, les chimpanzés et l'humain, on va avoir des différences pas mal. Et la première différence qu'on va voir au niveau du squelette, c'est au niveau de la bipédie. Alors, la bipédie, elle va se remarquer de plein de manières. L'une des manières, ça va être la forme du bassin, qui est ici. Vous voyez, hein, le bassin d'un chimpanzé et le bassin d'un humain n'ont pas la même forme. Le bassin humain est plus évasé, mais moins long. Le chimpanzé est plus long, moins évasé. Puis ici, au niveau du crâne, si vous regardez le crâne ici, vous voyez que ici, le trou occipital, c'est le trou par lequel sort la moelle épinière qui va dans la colonne vertébrale, ici en rose, vous voyez, il est vers l'arrière du crâne, ici chez un chimpanzé, il est dans le dessous du crâne, ici chez un humain. Donc en regardant ça, on peut savoir si l'être est bipède ou pas. Il y a plein d'autres manières, peu importe, on va regarder ici. Alors, le premier fossile qu'on va voir, nous, c'est celui-là. Sahelanthropus challensis, à qui on a donné le nom tchadien de Toumaï. Pourquoi? Il a été trouvé au Tchad. Et dans une des langues du Tchad, Toumaï signifie espoir. Donc c'est le nom qui lui a été donné. Toumaï ici est actuellement le plus ancien fossile connu qui appartient à la lignée humaine. Il date de 7 millions d'années. Et il a déjà des caractéristiques d'humain. Parmi ces caractéristiques d'humain, je vous ai dit le trou occipital, c'est-à-dire le trou par lequel passe la moelle épinière, est en dessous et pas derrière. Ce qui veut dire qu'il y avait au moins une partie du temps, j'ai pas dit 100%, j'ai dit une partie du temps au moins,
où Toumaï se tenait de manière bipède. Alors, est-ce qu'il se tenait de manière bipède parce qu'il s'accrochait aux branches ou est-ce qu'il se tenait de manière bipède tout seul? On ne peut pas trop savoir. Probablement plus parce qu'il s'accrochait aux branches. Mais ça, déjà, c'est clairement un caractère qui fait de lui un bipède partiel au moins, contrairement au chimpanzé. Donc, il n'est plus sur la ligne évolutive du chimpanzé, il est sur la ligne évolutive de l'humain. Autre chose qui change, alors ça ne se voit pas trop ici, Toumaï ici, cet individu-là est un mâle et il a une grande canine, mais sa canine est nettement moins grande pour un mâle que ce qu'elle serait chez un chimpanzé. Autrement dit, on a commencé à faire diminuer les différences de canines entre les mâles et les femelles. Donc on a ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire le fait que les mâles et les femelles soient différents, qui est en train de régresser. Vous savez peut-être, hein, mais chez l'humain, l'une des caractéristiques, c'est que nous avons un dimorphisme sexuel très faible. Les êtres humains mâles et femelles se ressemblent énormément, contrairement à ce qu'on a chez d'autres espèces animales, par exemple chez les chimpanzés. Donc là, on a déjà du dimorphisme sexuel qui commence à diminuer chez Sahelanthropus chinensis, chez Toumaï. Alors après, on va avoir trouvé d'autres fossiles un petit peu plus récents. Ici, c'est Ardipithecus. Donc, tous ces fossiles-là ont été trouvés en Afrique. Chinensis au Tchad, Sahelanthropus chinensis au Tchad, Ardipithecus ramicus, qui est ici, a été retrouvé en Éthiopie. Alors on a trouvé, vous voyez, hein, les éléments qui sont clairs, c'est les éléments qu'on a retrouvés. Et là, on va obtenir des informations qu'on avait déjà chez Sahelanthropus, mais plus marquées. Par exemple, le trou occipital est encore plus en dessous chez Ardipithecus. Et là, on a retrouvé également d'autres informations au niveau du squelette des jambes, des bras, qui nous indiquent, du bassin, aussi très important, qui nous indiquent clairement que Ardipithecus passait une grande partie de sa vie debout, érigé, bipède. Alors, probablement pas 100% du temps. Et probablement que lorsqu'on parle de bipède, c'était ce genre de bipédie, c'est-à-dire qu'il était dans les arbres très souvent, et que de temps en temps il se tenait en dehors des arbres, et que la plupart du temps il s'accrochait aux branches, mais il s'accrochait aux branches de manière bipède. Et il ne s'accrochait pas aux branches comme les chimpanzés de manière quadripède. Les chimpanzés ou les gorilles peuvent s'accrocher aux branches, hein, mais ils restent quand même la plupart du temps quadripèdes au sol. Ici, probablement qu'Ardipithecus ramicus, qui lui passe une partie du temps au sol quadripède, mais la plupart du temps il était dans les arbres bipèdes. Ça, c'est un autre fossile très connu, qui est le fossile de Lucie. Alors Lucie, c'est un autre genre, hein, c'est un Australopithecus, donc là c'est encore plus récent qu'Ardipithecus ramicus. C'est un fossile qui a été célèbre, donc il montre clairement une bipédie très importante. Et on a un os du bassin, et on a plein de choses. Et donc on a la bipédie qui se voit clairement. Et on a également quelque chose qui est important, c'est qu'il nous manque une partie du crâne, qui est ici. Mais on a quand même une grosse partie de la mandibule. On a une partie du bassin. Et avec tout ça, on n'est pas vraiment sûr de savoir si c'est un mâle ou une femelle. Or, c'est extrêmement important. Donc c'est un individu qui a environ 14 ans. À 14 ans, cet individu, on n'est pas capable de dire à partir de son bassin ou de ses mandibules si c'est un mâle ou une femelle. Quelque chose qui est inenvisageable chez un chimpanzé. Le dimorphisme sexuel, chez Australopithecus africanus ici, a grandement diminué. Donc on est sur quelque chose où on ne peut pas vraiment savoir si on est un mâle chez un mâle ou une femelle. Donc le dimorphisme sexuel, différence entre les mâles et les femelles, a grandement diminué. Donc, la séparation entre la ligne humaine et la ligne des chimpanzés est plus vieille que 7 millions d'années. Je vous ai dit, hein, Toumaï a 7 millions d'années et on est déjà séparés. Elle est plus jeune que 10 millions d'années parce qu'à 10 millions d'années, on a un fossile qui est l'ancêtre, qui est proche de l'ancêtre commun entre les chimpanzés et les humains. Donc, c'est entre 7 et 10 millions d'années que notre lignée séparait la lignée des chimpanzés. Cette séparation a lieu en Afrique, probablement en Afrique subsaharienne. Après, où? On ne sait pas trop. On pensait autrefois que c'était en Afrique de l'Est. Depuis qu'on a trouvé des fossiles au Tchad, on sait que c'est peut-être plus compliqué que ça. Parmi les caractéristiques de la ligne humaine, on a des premières adaptations à la bipédie, même si ce n'est pas une bipédie à 100% du temps, et une diminution du dimorphisme sexuel, notamment facial, c'est-à-dire au niveau du visage, et mandibulaire, qui caractérise la ligne humaine. Au passage, hein, c'est parce que nous n'avons plus de dimorphisme sexuel que notre face s'est raccourcie et qu'on a pu la face allongée vers l'avant.
La face allongée vers l'avant, elle servait notamment à faire des grosses canines pour les mâles. S'il n'y a plus besoin de grosses canines pour les mâles, ben on peut raccourcir la face, donc on a une face beaucoup plus plate que des chimpanzés ou des gorilles. Bien, donc ça c'est le tout début, la séparation entre 7 et 10 millions d'années entre les humains et les chimpanzés. Mais qu'est-ce qui se passe après? Parce que l'évolution de la ligne humaine, elle ne s'arrête pas à la séparation avec les chimpanzés, bien évidemment. Et bien il va se passer plein de choses. Et là on revient à cette image et qui montre que ben, on a, même si on nous manque beaucoup de fossiles, on a quand même trouvé pas mal. Et on a trouvé des choses très différentes, avec plein de groupes très différents. On va donner des noms d'espèces à chaque groupe. Et ces noms d'espèces, je vous dis, il y a deux parties. Il y a une partie qui a un nom de genre et le nom d'espèce lui-même. Par exemple, Sahelanthropus chadensis, Sahelanthropus c'est le nom de genre, chadensis, c'est le nom d'espèce. Parfois, dans un même genre, on a plusieurs espèces. Par exemple, le genre Homo qui contient Homo sapiens, contient aussi Homo rhodensiensis, Homo neanderthalensis, Homo heidelbergensis, Homo ancestor, Homo erectus, Homo florensis. Bref, on a fait un grand groupe qui s'appelle le genre Homo, dans lequel on a mis plusieurs espèces. Dans la lignée humaine, on a deux genres qui sont beaucoup plus représentés que les autres. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient plus nombreux, hein, ça veut dire qu'on a trouvé plus de fossiles. Le genre Homo, qui représente ici les parties qui sont en bleu, en jaune ici, et toute cette partie-là, vous voyez qui est en haut, sur la gauche. Et le genre Australopithecus, qui a les parties qui sont en rose ici, plus parfois les parties qui sont en violet, qu'on appelle des Paranthropus. Parfois on dit que Paranthropus c'est des Australopithecus. Ça c'est des querelles de spécialistes, peu importe. Et donc on a deux groupes principaux, le genre Homo et le genre Australopithecus. Qu'est-ce qui caractérise ces genres? Premièrement, ils sont majoritairement bipèdes. Contrairement à ceux dont je vous ai parlé avant en vert ici, eux, ils sont majoritairement bipèdes. Ils passent l'immense majorité du temps debout. Alors, plus ou moins debout, hein, l'Australopithecus n'était pas aussi bipède que nous le sommes, mais ils étaient quand même bipèdes. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, et c'est que ces genres-là vont utiliser des outils. Alors ça fait partie des outils les plus vieux qui ont été trouvés. Ce sont des outils de pierre qui datent de plus de 3 millions d'années. Donc bien sûr, nous utilisons des outils, hein, nous, tous les jours. Les êtres vivants de la ligne humaine, Homo et Australopithecus, utilisent des outils. Alors vous allez me dire, oh, c'est bien gentil, mais les chimpanzés aussi utilisent des outils. Qu'est-ce qui différencie ces outils-là que l'on voit d'un outil que fait un chimpanzé? Un chimpanzé est capable de prendre deux cailloux, de les casser pour pouvoir racler. Par exemple, ils le font avec de la viande qu'ils retrouveraient sur un os pour racler la viande, etc. Donc ils sont capables de faire ça. Qu'est-ce qui différencie les outils des Australopithecus et de l'Homo des outils des chimpanzés? Eh bien, ce qui différencie, c'est moi. C'est pas une blague, bon c'est un petit peu une blague quand même, mais c'est pas faux ce que je dis. Ce qui différencie, c'est que les humains sont capables d'enseigner. Lorsque vous avez un chimpanzé qui veut faire un outil, il regarde un autre chimpanzé faire ce qu'il fait et il tente de reproduire ce que fait l'autre chimpanzé, mais il doit repasser par toutes les étapes nécessaires. Chez l'humain, nous avons la capacité d'enseigner, c'est-à-dire de transmettre. Et ça, on le voit dès les premiers outils. Un Australopithecus ou un humain n'a pas besoin de reconstituer toutes les étapes. Il peut avoir des explications qui viennent de celui qui a réussi une première fois. Et donc, il n'a pas besoin de refaire toutes les étapes pour faire un outil. Il peut prendre l'outil qui a été, dont on lui a enseigné la technique et améliorer la technique. Puisque je ne pars pas de zéro, je peux aller plus loin. Et donc petit à petit, nos outils deviennent de plus en plus sophistiqués chez Australopithecus et chez Homo. C'est ce qui fait, aujourd'hui, si vous avez un téléphone portable, que vous voulez construire un téléphone portable, vous n'allez pas réinventer la forge pour prendre le cuivre et faire des fils de cuivre. Voilà, on va vous expliquer qu'on fait des fils de cuivre comme ceci, on va vous expliquer que les fils de cuivre ils servent à faire des puces, on va vous expliquer que la puce utilise du silicone et on va vous donner une puce en silicone et vous pouvez améliorer ça pour refaire.
Donc, clairement, nous n'apprenons pas tout depuis le départ, puisque nous enseignons. C'est une capacité spécifique des Australopithecus et des Homos. Donc, de nombreuses espèces ont existé dans la lignée humaine, réparties dans différents genres. Les genres les mieux documentés sont Australopithecus et Homo. Ces deux genres ont maîtrisé des outils sophistiqués qui supposent une transmission technologique entre générations. Transmission qui n'est pas observée chez les autres grands singes. Clairement, c'est de la grande différence au niveau technologique entre les humains et les chimpanzés aujourd'hui, c'est que les humains sont capables d'enseigner aux autres et que du coup, nous n'avons pas besoin de tout réinventer en imitant ce que font nos ancêtres. Autre point important, et c'est là sur lequel nous allons terminer aujourd'hui, sur l'évolution de la lignée humaine, c'est qu'il ne faut surtout pas voir l'évolution de la lignée humaine comme un grand fil qui se déroulerait. Nous avons d'abord Toumaï, puis Ardipithecus, puis Australopithèque, puis les humains. Non, ça ne se passe absolument pas comme ça. Ce qui se passe, c'est ça. Là, vous voyez, on a mis des barres avec les espèces, la durée des espèces, et on n'a mis absolument aucun lien de parenté. Que ça soit bien clair, je ne sais pas si Sahelanthropus challensis est l'ancêtre d'Ororhynchus. Je ne sais pas si Ororhynchus est l'ancêtre d'Ardipithecus cadaba. Je ne sais pas si ce groupe-là est l'ancêtre des Australopithèques. Je ne sais pas si les Australopithèques sont l'ancêtre des humains, etc. Peut-être ou pas. Peut-être est-ce qu'en fait, Sahelanthropus challensis a un ancêtre commun avec tout le reste, mais que l'ancêtre commun, c'est pas lui, que l'ancêtre commun serait quelque part par là. Je ne sais pas pour les autres, etc. De plus, vous voyez bien, j'ai pas une ligne. Puisque j'ai même des endroits où, hop, je vais avoir plein d'espèces différentes et qui vont en plus dans des sens différents d'évolution. Hein, par exemple, ici, Paranthropus boisei a un dimorphisme sexuel qui augmente. Alors que globalement, on voit plutôt une diminution du dimorphisme sexuel. Je vous en ai parlé. Il y a plein de choses comme ça. Nous aussi, on va pas dans les mêmes sens que Homo floresiensis ou Homo neanderthalensis. Homo neanderthalensis, par exemple, avait un plus gros cerveau que le nôtre. Donc, vous voyez bien, on n'a absolument pas une ligne. On a ce qu'on appelle un buisson. Et dans ce buisson, comme il y a plein de trous, on ne connaît pas toutes les relations de parenté. En fait, c'est même extrêmement complexe et on n'y arrive absolument pas. Il y a quelques groupes chez qui on peut éventuellement voir des relations, mais c'est extrêmement complexe. Donc, n'imaginez surtout pas une ligne. Aujourd'hui, on a ça que l'on sait et on ne sait pas mettre des traits, des relations entre tous ces groupes. Alors, vraiment, n'allez pas imaginer, par exemple, vous voyez ici qu'on parle de Denisovien, ici, c'est l'homme de Denisova dont vous avez parlé. L'homme de Denisova, on l'a mis ici. Peut-être que c'est un ancêtre de Neanderthalensis ou de Homo sapiens. Ou peut-être que Neanderthalensis est un ancêtre des Denisoviens. On ne sait pas actuellement. Donc, vous voyez, n'imaginez absolument pas une ligne, mais vraiment un buisson dont on ne connaîtrait pas les branches. Et on voit juste les feuilles un petit peu partout. Et il y a plein de feuilles, il y a plein de lignées, il y en a qui sont éteintes, il y en a qui ne sont pas éteintes. Il y en a une qui n'est pas éteinte, hein, Homo sapiens. Tout le reste est éteint. Mais vous avez plein de branches qui vont dans plein de sens différents. Il ne faut surtout pas imaginer une ligne. La lignée humaine, comme toutes les lignées, c'est valable partout, l'histoire évolutive n'est pas linéaire. Il n'y a pas de rapport d'ancestralité clairement établi d'une espèce à l'autre. Certaines espèces ont cohabité pendant un moment et parfois dans la même zone géographique, c'est-à-dire que dans le même endroit, dans la même savane, dans la même forêt, dans la même plaine, etc., vous pouviez avoir deux espèces d'Australopithèques ou deux espèces d'humains au même endroit. Ils cohabitaient. Et justement, on verra ça. Au retour des vacances, nous parlerons un petit peu du genre Homo et de la naissance du genre Homo et de, après, son histoire évolutive. Plus précisément. Ce que vous allez faire maintenant, c'est bien sûr recopier ce cours, apprendre ce cours. Je vous souhaite d'excellentes vacances et je vous dis à la rentrée. Au passage,
je vous rappelle que vous avez un bac blanc qui est maintenu et que dans ce bac blanc, donc qui aura lieu la semaine du 3 mai, vous aurez une épreuve d'enseignement scientifique. Ça peut être une bonne idée de commencer à réviser enseignement scientifique dès maintenant. Même avec cette révision, je vous souhaite d'excellentes vacances.